Bonjour à toutes et à tous. Je suis un animateur chanceux, puisqu'il me revient le plaisir, plus que l'honneur, le plaisir d'animer un débat autour des deux meilleurs spectacles qui sont donnés à Avignon Off cette année. J'en ai vu quand même quelques-uns, j'ai entendu parler des autres. Ce sont deux grands livres, L'écriture ou la vie, et Souvenirs et solitude, de deux grands bonshommes, si vous me passez la vulgarité ou la familiarité de l'expression, Jorge Semprún ou Georges Semprin, si vous préférez, et Jean Zay, et deux, comme je le disais en commençant, deux excellents, deux magnifiques spectacles. Alors, je vous présente rapidement les personnes qui sont présentes sur le, on va dire sur le plateau, en tout cas sur la scène. Côté l'écriture ou la vie, à ma droite, à votre gauche. Donc, Jean-Baptiste Sastre, ou Sastre, restons dans l'ambiguïté, qui est le metteur en scène et l'acteur principal. Riam Abbas, qui est la co-metteuse en scène, pardon, et qui joue également dans la pièce. Et Caroline Vicno, qui joue également, on vous expliquera quel rôle dans la pièce, et qui est scénographe. Et côté Jean Zay, l'homme complet, nous avons Xavier qui est le comédien de ce qui est un seul en scène, en réalité, s'il faut l'appeler comme ça. On va peut-être commencer justement par L'écriture ou la vie, qui est donc un texte, je considère que c'est son chef-d'œuvre, mais il a écrit tant de beaux livres qu'on peut en discuter. Je considère que vraiment L'écriture ou la vie est son œuvre la plus achevée, de Jorge Semprún, Georges Semprin. Je vais peut-être demander soit à Jean-Baptiste, soit à Riam, enfin, de nous dire qui était Georges Semprin. Vous, Abraham, je peux le faire. Vous l'avez connu en oui, plus. Donc peut-être c'est vous mieux placé pour en parler. Hein. Alors, Jorge Semprún, alors appelons-le par son nom espagnol, puisqu'il naît en Espagne en 1923, au passage c'est son centenaire, ce serait son centenaire de sa naissance, fils d'une famille espagnole, on va dire aristocratique au sens, en tout cas politique du terme. Son grand-père avait été président du Conseil de la République espagnole, enfin, c'est une grande famille de diplomates, d'hommes politiques, obligés de s'exiler évidemment au moment de la guerre civile, et Georges Semprin s'installe en France, où il est élève de classe préparatoire à Henri IV, et c'est à ce moment-là qu'il entre dans la résistance, et qu'il finit par être arrêté par les Allemands, et je passe sur les détails, on n'a pas beaucoup de temps. Il est déporté à Buchenwald. Et il y passe des moments extrêmement difficiles, comme on peut l'imaginer, jusqu'à la libération du camp. Et évidemment, il n'a qu'une idée en tête, mais je ne vais pas anticiper sur ce qui va suivre, il n'a qu'une idée en tête, c'est évidemment de rendre compte, de témoigner de ce qu'il a vécu et de ce qu'ont vécu ceux qui ne sont plus là pour témoigner. Et nous allons voir que c'est moins facile à faire qu'à dire, et on va voir pour quelle raison. Après quoi, Jorge Semprún finit par réaliser ce qui est son destin d'écrivain, de grand écrivain, bilingue. Il écrit aussi bien en espagnol qu'en français. Il a davantage écrit d'ailleurs en français qu'en espagnol, mais il lui est arrivé de produire des livres directement en espagnol. Federico Sánchez vous salue bien était d'abord un texte en espagnol, par exemple. Une fois, je lui avais demandé pourquoi il ne traduisait pas lui-même ses livres, d'ailleurs. Et il m'avait dit, surtout pas. Comme je suis l'auteur, je vais me permettre des libertés et je vais écrire un autre livre. Donc, je préfère confier ce soin à des traducteurs professionnels. Il est devenu, comme beaucoup d'entre vous le savent, permanent du Parti communiste espagnol dans la clandestinité. C'est lui qu'on envoyait souvent en Espagne, où il a vécu dans la clandestinité sous Franco, une vie dangereuse et difficile, jusqu'à la rupture avec le Parti communiste. Jorge Semprún s'est éloigné, enfin, il a été exclu du comité central et enfin des organismes
qui dirige le Parti communiste espagnol, et il est devenu l'homme que vous savez, grand écrivain, grand scénariste. C'est le scénariste de L'Aveu, de Costa Gavras, de Z, de films. Il a failli être élu à l'Académie française. C'était l'époque où l'Académie, on n'aimait pas beaucoup élire des gens qui n'avaient pas la nationalité française. Depuis, ça s'est un peu arrangé, mais pas de son temps. Bah, l'Académie française est privée d'une grande plume et d'un grand personnage. Et il a été, puisque on parle aujourd'hui de la fluidité du genre, mais lui c'était la fluidité des langues et des nationalités, puisqu'il a été ministre de la Culture de Felipe González en Espagne avant de revenir en France. Et il est mort en, je ne sais plus, 2012, 13 Je crois que c'est 2012. En 2012. Voilà Jorge Semprún. Et alors, quand même, pour parler de l'écriture et la vie du texte lui-même, je vais peut-être passer la parole à ceux qui le mettent en scène et qui l'interprètent, pour nous parler de ce livre. Pourquoi c'est un grand livre? Il y a un micro qui... Grosse question, hein, quand même, là, ça. Oui. Ça démarre sur les chapeaux de roue. Oui. Pourquoi c'est un grand livre? Fichtre, je serais incapable de répondre à la question. Ou alors rappelez le conte. Que raconte l'écriture ou la vie? L'écriture ou la vie raconte véritablement son passage à Buchenwald. Comment il écrit aussi l'écriture ou la vie, puisqu'en fait l'écriture ou la vie, il est en train d'écrire Netchaïev est de retour, c'est un matin, et en fait il s'aperçoit qu'il commence à écrire le 11 avril 1987, c'est le jour de la libération de Buchenwald, mais c'est aussi le jour de la mort de Primo Levi. 11 avril 1987. Donc en fait, le livre va jaillir comme ça dans la mémoire. C'est tout le travail qui se fait sur la mémoire, hein, comment cette mémoire qui a été... D'ailleurs, en exergue, il y a un très beau texte de Blanchot qui est « Plus on oublie, plus la mémoire se fait ». C'est assez étrange d'ailleurs. Et donc, Semprún va raconter aussi cette histoire sur l'écriture, comment son écriture se fait. Comment l'écriture, certains d'entre eux, je pense à Primo Levi, je pense à Robert Antelme, qui sont tout de suite sortis, qui ont tout de suite écrit. Antelme sort en 47, il écrit immédiatement l'espèce humaine. Primo Levi va tout de suite écrire Si c'est un homme. D'ailleurs, le livre va rester pendant très longtemps, une vingtaine d'années comme ça sur le côté, parce que ça va pas intéresser grand monde, hein, tous ces récits. Il y a une grande partie des gens qui vont dire bon, écoutez, ça va, on va s'arrêter là. Et je la fais assez rapide. Et Semprún raconte effectivement Buchenwald, raconte comment il accompagne aussi son professeur Maurice Alvax dans la mort avec Henri Maspero qu'il va retrouver là-bas à Buchenwald, comment la résistance s'organise. Il parle aussi de sa sortie de Buchenwald, de son retour à la vie, de cette impossibilité d'écrire, de cette impossibilité de replonger dans cette mémoire, et comment, dans la clandestinité d'ailleurs en Espagne, il va finalement commencer à écrire son premier grand livre, qui est d'ailleurs, vous voyez, comme quoi, le Grand Voyage, merci. Et puis, après, que puis-je dire de plus moi, ce qui nous a intéressés, en fait, pour faire le lien, on arrivait de Charles Péguy, de notre jeunesse, donc de l'affaire Dreyfus. Et donc, on avait fait l'affaire Dreyfus. Quand j'ai fait l'affaire Dreyfus avec Charles Péguy, donc, on sait que Péguy a été le premier grand défenseur de Dreyfus. Ça a été véritablement, avec Bernard Lazare, ça a été les grands Dreyfusards. Il fallait quand même le faire, hein, fin 19e, début 20e. Vous avez tous nos amis maurassiens qui sont quand même dans le coin, dans le quartier. Vous avez quand même une bande de types, d'ailleurs ils sont toujours très présents. Hein, voilà. On les voit, on les entend énormément. On les voit même défiler dans les rues de Paris. Et une chose qui m'avait énormément frappé, et on les voit même se présenter à l'élection présidentielle, et c'est quand même et nous expliquer d'ailleurs que certains ont protégé les juifs français et ont éliminé les juifs, enfin ont laissé faire sur les juifs étrangers. D'ailleurs, c'est un non-sens historique complet et total, mais qu'importe. Et en sortant d'une représentation, il y a une femme qui m'a dit « Mais vous savez, monsieur, Charles Péguy s'est trompé. » Je dis « Ah bon, pourquoi ?» Elle me dit « Parce que monsieur, les juifs, ça ne mérite pas 3 lignes. » Je me suis dit « Tiens, quand même... » Et à l'époque, sortait la Pléiade sur Antelme, Quérol, François Le Lyonnais, Élie Wiesel, Georges Semprún. Et au début, j'avais commencé à travailler sur Antelme, sur l'espèce humaine, qui est un texte très, très difficile. Et je suis arrivé sur Semprún. On a partagé ça avec Yam Abbas. Et j'avais envie aussi de marquer le coup, si j'ose dire, de faire entendre cette voix de celle de Semprún, et de beaucoup d'autres choses qui sont à l'intérieur du texte. J'irai pas plus loin sur tout cela. Et donc, on a commencé à adapter le texte de Semprún et à se dire comment on pouvait travailler autour de l'œuvre de Semprún. Voilà, en gros. Et alors, justement, l'un des thèmes, il y a 4 ou 5 thèmes, j'allais dire, obsessionnels dans
dans l'écriture ou la vie, mais l'un d'entre eux, c'est précisément, et ce qui donne son titre à l'œuvre, l'écriture ou la vie. C'est quoi cette opposition? Comment un écrivain aussi, j'allais dire, prolifique, aussi, qui écrivait avec une telle aisance, au fond, que Semprún, n'a pas pu, pendant 40 ans, peut-être, rendre compte vraiment... Une vingtaine d'années, oui. Une vingtaine d'années, oui, avant de... Oui. Oui, mais c'est cool. Beaucoup plus que de 20 ans jusqu'à la parution de l'écriture. Ah, de l'écriture ou la vie, oui, mais après, avant, il y a le Grand Voyage, oui, il y a tout, quand même certains textes qui parlent tout de même de. Ça commence en 61 à peu près. Hein. Il commence à écrire. Ça. Mais il explique dans l'écriture ou la vie, mais qui paraît beaucoup plus tard, qu'il s'est trouvé face à un dilemme. Peut-être. Yam, oui, allez-y, Yam peut nous expliquer qu'est-ce qui lui est arrivé. Bah, d'accord, ok, c'est encore pour moi. Merci Yam. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'à un moment. Non, il s'est passé simplement qu'à un moment, il s'est rendu compte que quand il écrivait, ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas, que ça le replongeait dans cette mémoire mortifère, et que pour pouvoir s'en sortir, il y avait deux solutions. Ou il plongeait dans la vie, ou alors il allait s'effondrer dans l'écriture et replonger dans cette expérience mortifère. Et certains d'entre eux, effectivement, c'est ce qui se passe. Le spectacle commence puisque ça commence le 11 avril 1987, c'est-à-dire le jour de la mort de Primo Levi, le suicide de Primo Levi. Hein, et en fait, il raconte, Primo Levi, lui, va tout de suite écrire. Immédiatement, Antelme pareil, Antelme a une fièvre terrible, il sort de Dachau, c'est Mitterrand qui l'a sorti, qui l'a retrouvé, on le ramène en voiture et tout de suite il se met à parler, il y a une fièvre extrême, donc il faut écrire, Primo Levi aussi pareil. Bon, il se fait que quand Semprún lui veut écrire, ça meurt, ça tombe, l'écriture s'effondre, le souvenir est trop puissant, la mémoire ça s'appelle d'ailleurs le fer rouge de la mémoire, hein, le fer rouge de la mémoire. Donc la mémoire, elle ne fonctionne plus, ou alors ça fait ploc, les mots, faut ploc. Il n'arrive pas à agencer, à travailler cette mémoire. Il va se passer qu'il va partir effectivement dans la clandestinité et petit à petit cette mémoire va travailler bien malgré lui et qu'elle va à un moment jaillir, se structurer et il va commencer à pouvoir écrire et dire quelque chose de cette expérience extrêmement... je ne sais pas comment on peut nommer d'ailleurs cette expérience. Il faut dire quand même que c'est une chose à laquelle Semprún tient beaucoup. Il y a les camps de concentration, vous le savez, les camps d'extermination. Semprún est dans un camp de concentration, il n'est pas dans un camp d'extermination. On n'est pas à Auschwitz, on n'est pas à Birkenau. On est effectivement dans un camp de travail où on tue les gens par le travail, où on humilie les gens par le travail, et par la faim, mais par le travail. Et à la fois, Buchenwald est un camp extrêmement, comment dirais-je, d'un point de vue technique, extrêmement mis au point. Extrêmement mise au point, que ce soit au niveau du son, au niveau de la lumière, au niveau de son organisation, c'est assez impressionnant. Voilà. Oui. Et ça me permet juste de te rappeler aussi qu'au début, en fait, au début même, le titre de livre était l'écriture ou la mort, et pas l'écriture ou la vie. À cet égard, il dit d'ailleurs quelque chose d'extrêmement intéressant et qui est bien mis en valeur dans la pièce. Il explique que la difficulté n'était pas d'écrire. Les mots pouvaient venir. Enfin, écrire était simple pour un écrivain. Mais il se rendait compte, en effet, que plus il écrivait, et plus il était gagné par la mort. Lui explique qu'il ne se considère pas comme un survivant, c'est-à-dire quelqu'un qui a échappé à la mort. Non, dit-il, il a traversé la mort. Ou dit-il aussi, la mort l'a traversé. Traversé par la mort, il se considère comme un revenant. Un revenant, c'est ça. Ça fait peur, non, c'est bon, je vois. Et à un moment donné, il se dit, non, mais il faut choisir. Ou bien j'écris et je serai rattrapé par la mort, ou bien il faut que je m'impose une période d'amnésie qui a été très longue, pendant laquelle il n'écrira pas. Il ne peut pas revenir. Et ce qui est terrible pour lui, parce qu'il se dit, je suis en train de trahir ma vocation d'écrivain, mais c'est ça ou mourir. Et il avait donné de suffisantes preuves qu'il savait survivre aux pires calamités. Il choisit la vie. Ce qui, par parenthèse, est une citation biblique. Vous savez, dans le Deutéronome, j'ai mis devant toi la vie et la mort, et tu choisiras la vie. C'est une citation textuelle du Deutéronome. Autre thème qui me paraît extrêmement important, après on va revenir à la mise en scène et au jeu, parce que c'est vraiment remarquable, mais autre thème qui me paraît extrêmement intéressant, c'est tout ce qui tourne autour de l'artifice. Nous sommes quand même à Avignon, nous parlons d'art. À un moment donné, il a une discussion avec ses camarades, il est encore au camp, il est encore détenu, et ils disent, oui, il faudra qu'on rende compte, il faudra qu'on explique, qu'on témoigne. Et lui, Semprún dit, et ça ne pourra pas se faire sans artifice. Ce qui braque les autres. Ils disent, comment, artifice? Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce qu'il entend par artifice?
C'est-à-dire, ça va être le grand débat. Ça va être le grand débat entre savoir s'il faut aller vers la vérité nue ou alors on met un peu d'artifice pour que une part de cette vérité puisse exister. Ce sera le débat qu'il y aura avec Lanzmann, par exemple. C'est le débat qu'il y aura avec Antelme. C'est le débat qu'il va y avoir. Est-ce qu'on peut donner la vérité nue telle qu'elle? C'est ce que Lanzmann voudra dire, disant que dès qu'il y aura de la fiction, effectivement, ça devient ignoble et insupportable. Et puis d'autres diront, même Antelme le dit, sans un peu de fiction, sans un peu d'artifice, on pourra pas faire entendre, les gens ne pourront pas entendre, les gens ne pourront pas prendre conscience de ce que c'était. Donc il nous faudra à un moment passer par cette étape. Après, parce qu'il va y avoir des récits qui vont être lénifiants à mourir, mais ça sera c'est le grand débat qui va se jouer. Est-ce que Agnès Vivorca en parle aussi très très bien, oui. Elle en parle magnifiquement et comment on fait c'est la question que pose Semprin. Raconter, d'accord, mais comment raconter? Et pourra-t-on raconter? Et pour raconter, ne faut-il pas un tout petit peu prendre de l'artifice, un peu de fiction, pour pouvoir faire en sorte que le lecteur ou le spectateur puisse rentrer? Et il dira simplement, il y a une seule chose sur laquelle, compte tenu des antisémites et compte tenu des révisionnistes aujourd'hui, il y a certaines choses sur lesquelles je ne peux pas mentir. Donc le Kaddish, par exemple, la mort, où on retrouve ce Hongrois dans un tas de corps et où Semprin dit, là-dessus je n'ai pas le droit de mentir, je ne peux pas mettre de fiction, je dois dire la vérité, parce que les révisionnistes sont là, les antisémites sont là, et là-dessus je ne peux pas ne pas dire la vérité nue telle qu'elle est. Mais à côté, sur certains épisodes, je peux envoyer de l'artifice. C'est ce qui permettra aux spectateurs peut-être de recevoir une partie. Voilà, c'est ça. C'est en effet le grand débat. Vous vous souvenez que Lanzmann, lui, avec son intransigeance habituelle, refusait quoi que ce soit qui ait un rapport avec la fiction pour parler de la Shoah. Voilà. Et Semprún, lui, c'est d'abord un écrivain, un artiste, et il sait que pour témoigner, que pour... il faut justement passer par le... David Rousset, qui a écrit, à la fin, écrit un roman. Et il utilise expressément le mot roman, pour que justement il y ait cette notion de la fiction. Oui. Alors, j'aurais voulu demander comment on adapte un texte semblable, parce que c'est compliqué et on n'a peut-être pas beaucoup de temps pour en parler. Si vous voulez dire un mot de cette épreuve, comment on fait à partir d'un texte comme l'écriture ou la vie? J'ai vu que vous aviez un peu bouleversé la chronologie, non pas la chronologie à Buchenwald, mais la chronologie du roman, la manière dont il est bâti. C'est toujours une question très compliquée en fait. Bon, déjà pour faire ce travail, il faut lire beaucoup, il faut lire vraiment tout l'œuvre de Semprin et autour de Semprin et les gens que Semprin cite ou parle d'eux dans son livre. Jean-Baptiste a fait un travail remarquable là-dessus, vraiment sur la lecture, qu'il partageait souvent avec moi. Malheureusement, j'avais pas autant de temps pour faire pour découvrir tous ces livres, mais comme on travaille ensemble, et donc on a beaucoup discuté de c'est effectivement qu'est-ce qui doit rester de ce livre. Un livre, on sait que c'est des centaines de pages, et pour faire une pièce de théâtre, il faut vraiment prendre l'essence de la parole. Et du coup, en fait, pour nous, le chapitre Primo Levi était essentiel parce que c'était le chapitre qui a renvoyé Semprin à l'écriture. Donc, il l'a vraiment remis dans le bain. C'est un livre qu'il a pris, rejeté, laissé, contourné. Mais la mort de Primo Levi était le déclencheur vraiment de la reprise de l'écriture de ce livre. Après, on a commencé à regarder tous les chapitres, et effectivement, il y avait des chapitres qui étaient vraiment essentiels de l'expérience du camp, et donc de l'expérience de Buchenwald, de l'expérience humaine, de l'expérience des copains, de l'expérience fraternelle, de l'expérience de comment on traverse 1 an et demi ou 2 ans de sa vie dans ces conditions-là, et qu'est-ce que vraiment l'essentiel de cette expérience. Et surtout, en se concentrant sur le mal absolu. Donc on ne pouvait pas parler de Semprin sans vraiment mentionner le mal absolu qui a gangréné ce siècle,
et qu'il a fallu absolument que ça soit aussi le déclencheur presque structurant de cette parole et de ce témoignage. Est-ce qu'il y a autre chose que... Il y a aussi, pour l'adaptation, je fais vite, c'est aussi toute la littérature qu'il y a autour, effectivement. Il y a deux choses, moi je conseille de lire, c'est les exercices de survie de Georges Semprin, et particulièrement sur la fraternité. Et il y a un très grand texte de Semprin sur, à Buchenwald, il apprend comment Jean Moulin est mort. Et la fraternité est très présente à l'intérieur du texte. Et Jean Moulin est mort, vous le savez, torturé par Klaus Barbie. Klaus Barbie voulait faire absolument dire à Jean Moulin quel était son nom. On en a parlé la dernière fois. Jean Moulin, sous la torture, n'a jamais craqué, n'a jamais donné son nom. Et un jour, Barbie arrive de façon comme s'il avait gagné, et il arrive et il fait Jean Moulin. Il avait trouvé son nom. Simplement, cette espèce d'imbécile, et encore j'y vais trop doucement, écrit Moulin M-O-U-L-I-N-S. Moulin, ça s'écrit M-O-U-L-I-N. Et Moulin est brisé, prend un stylo et raye le S. Et ça détruit Barbie. Et le texte de Semprin sur la fraternité qui est omniprésente, et c'est ce qui a aussi orienté, c'est qu'en fait, Jean Moulin, dans la douleur la plus extrême, dans la torture et la barbarie, s'est recroquevillé au fond de lui-même et a protégé une humanité, c'est-à-dire tout son réseau. Et c'est comme ça que la fraternité, c'est ça la fraternité, c'est quelqu'un qui est capable de protéger une humanité. C'est en ce sens-là que nous avons aussi orienté le sens du texte. Et la deuxième chose, je fais vite, c'est, pour moi, qui a été vraiment fondamental, c'est une histoire que raconte Semprin. Les nazis attrapent un poète juif, ils le torturent à mort. Ils le torturent, ils le brisent. Et en fait, les nazis ont un zoo. Et ils envoient le poète juif dans le zoo où il y a un chimpanzé. Et ils pensent que le chimpanzé va torturer le poète juif. Et le chimpanzé soigne le poète juif. Alors les nazis décident de torturer le chimpanzé. Et ils pendent le chimpanzé et ils pendent le poète. Ça veut dire qu'ils sortent de la pitié animale. C'est exactement cette époque-là. C'est aussi cette ligne profonde qui a fait qu'en lisant le livre, on est arrivé sur cette fraternité et sur cette, non pas cette résistance, mais je reviens sur le mal absolu dont parlait Yamabas, c'est-à-dire de faire surgir ça dans le spectacle tout en mettant certaines choses de côté. Voilà. Merci. Bon, on manque de temps parce que je voudrais évidemment qu'on parle de Jean Zay et puis qu'on donne quelques minutes la parole au public, mais je ne voudrais pas quitter Semprin et l'écriture pour la vie sans évoquer, alors sans divulgacher comme on dit aujourd'hui, mais sans évoquer quand même quelques scènes qui sont absolument bouleversantes ou des trouvailles de mise en scène qui sont absolument bouleversantes. Vous verrez, vous avez vu, si vous avez déjà vu la pièce, vous verrez si vous allez la voir, des morceaux extraordinaires comme la mort de Georges Olvax, qui est mort entre les bras, on peut dire. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah non, Georges Semprin, Maurice, bien sûr, de Maurice Olvax, qui est mort entre les bras de Georges Semprin, lequel, au moment suprême où Georges Olvax va mourir, voudrait dire une prière, mais c'est totalement incongru, ça n'a pas de sens entre gens qui ne croient pas en Dieu. Et qu'est-ce qu'il trouve comme prière à lui? Le voyage de Charles Baudelaire. Le voyage. Au mort au vieux capitaine. Alors, voyez, c'est encore une de ces coïncidences extraordinaires, puisque c'est un poème que Jean Zay se récite à lui-même en prison pour ne pas se laisser briser par la prison. C'est extraordinaire. Il y aurait tellement de scènes à citer. Moi, je suis à chaque fois bouleversé par le personnage de Yamabas, qui est commetteuse en scène, mais qui joue dans la pièce, un personnage muet. Je ne sais pas, est-ce qu'on va dire c'est le symbole de la douleur, de la souffrance, de la mort? De la mort plutôt, en fait. Mort, bon, après, c'est à chacun vraiment de s'identifier avec ce personnage de son point de vue et de là où il vient. Effectivement, c'est un personnage masqué qui explique pourquoi je suis muette, pourquoi je parle pas. Oui. Mais elle ne prend la parole, si on peut dire, que 2 fois. Et Yamabas, qui est une actrice palestinienne vraiment, qui vit en France maintenant, mais voilà, récite, ou psalmodie plutôt, le Kaddish. On est dans une langue qu'elle maîtrise, j'imagine, l'hébreu. Et ça, c'est un moment absolument bouleversant de la pièce.
Si, quand même, pour terminer, peut-être l'épisode du stuccateur. Est-ce que tu peux raconter cette histoire qui est fabuleuse? Alors, déjà, je vais aussi présenter Caroline Vicno, qui a fait le décor, qui a réalisé la scénographie, qui est une demoiselle qui a fait les Beaux-Arts de Toulon. Et on a eu la chance aussi d'avoir la vie et l'énergie aussi de Caroline avec nous, et qui nous a apporté, qui a eu, je dois saluer, parce que elle a tellement peint, elle a tellement travaillé qu'elle a tout mis à la poubelle au dernier moment. Et c'est quand même rare d'avoir cette grâce-là. Donc je veux saluer aussi cette grâce. Et je voulais vous remercier, chère Caroline. Et tiens, vas-y, parle. Non, mais parle de ton travail. Nous, on est là en train de parler. Stuccateur, juste, fait rapide. Stuccateur, ça veut dire c'est au lieu d'être étudiant, le mec il passe devant un communiste et le communiste met stuccateur. Stuccateur, c'est les mecs qui faisaient les stucs. Et c'est en fait parce qu'il est ouvrier qualifié qu'en fait il va sortir. Sinon il se dit étudiant en philosophie. Maintenant à toi, vas-y, parle un peu. Non, à la limite, je peux répondre à des questions plus tard, mais je sais pas trop quoi dire. Comment tu as vécu toi cette expérience, puisque finalement c'est aussi à la jeunesse que ça s'adresse. Quand plus personne ne pourra témoigner, quand tu n'auras plus rien, c'est bien à toi de le prendre cela en charge. Alors, démerde-toi. Moi, je connaissais pas très bien ce livre, et je connais pas très bien l'histoire, en fait, mais j'ai été guidé par Yam et Jean-Baptiste durant le projet, d'abord par des rendez-vous, et après qui se sont rapprochés, et surtout sur une session de 2 mois, et très intense, en peinture, et puis où je me suis mise en scène, alors que c'est pas mon métier, parce que je suis peintre à la base. Et voilà. Et comment tu peins comment t'as peint finalement, comment t'as abordé cette œuvre? Pardon, je prends ta place, Abraham, hein, mais m'en veux pas, j'envoie le truc et puis après on passe à Jean. Très bien. Oui. Voilà, c'est bon. C'était, on a essayé de faire quelque chose de peu figuratif, plus dans des sensations pour créer un ensemble. Après, voilà. Alors, en tout cas, chef-d'œuvre, précipitez-vous. Je le dis devant Alain Timard qui nous écoute, le directeur du Théâtre des Halles, volez les places, parce qu'il n'y en a plus. Tout est complet, mais volez les places faufilez-vous pour aller voir l'écriture ou la vie, vous ne le regretterez pas. Et donc, maintenant, passons à Jean Zay, l'homme complet. Alors, pareil, qui était Jean Zay? Là, je pose la question, tout à l'heure pour Semprin, j'imagine que tout le monde ici dans la salle savait plus ou moins qui était Jorge Semprún, Georges Semprin. Je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse encore aujourd'hui Jean Zay, même si la salle ne désemplit pas non plus, mais tout de même, qui était-ce? Bah oui, c'est vrai que il y a peu de gens, enfin il y a encore pas suffisamment de gens qui savent qui était Jean Zay. J'ai même assisté, enfin j'ai même répondu à une interview par téléphone où la première question du journaliste était comment dit-on? On dit Jean Zay? Alors j'ai dit d'accord, bon, très bien, et ce n'est pas le seul qui m'ait posé cette question-là. Alors ça effectivement, ça montre à quel point cet homme est assez peu connu, et pourtant, c'est l'un des grands ministres du Front populaire. C'est peut-être le plus grand ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts qu'on ait pu avoir. Et voilà, qui a fait des réalisations extraordinaires, que ce soit au niveau de l'éducation, puisque alors on peut vraiment citer toute la liste de ce qu'il a pu faire, c'est-à-dire qu'il a dès le départ allongé l'obligation scolaire à 14 ans, qui était jusque-là à 12 ans. Il a sorti les élèves des écoles, c'est la raison pour laquelle c'est grâce à lui qu'on est allés tous enfants au théâtre, au musée, etc. Il a imposé l'éducation physique à l'école, il a dédoublé les classes au-dessus de 35 élèves à l'époque, puis alors il a créé le CNRS, l'ENA, qui au départ était une école qui était justement, qui a été très dévoyée après, mais qui était une école démocratique, qui devait supplanter une école qui était payante et qui faisait que seules les élites pouvaient y accéder. Il a fait énormément de choses. Il a essayé il a fait l'éducation populaire, ce qu'on appelle l'éducation populaire. C'est vraiment lui qui a inscrit. Enfin, Léon Blum a eu le génie de le mettre tout jeune, à 32 ans, à cette place de ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, parce que
Jean Zay militait depuis longtemps pour l'émancipation du citoyen par l'éducation et la culture. Donc il était absolument à sa place à cet endroit. Et puis alors, en tant que ministre des Beaux-Arts, il a fait aussi, pareil, énormément de choses. On se disait que c'est quelqu'un qui devait se lever tous les matins et faire une réforme par jour. Tellement il était prolixe. Il a créé le musée des arts et traditions populaires, le musée de l'homme, le musée d'art moderne. Il a pérennisé le palais de la découverte. Il a créé le premier festival de Cannes. Il a fait vraiment absolument. Il a profondément changé le droit d'auteur. Il est allé chercher de l'argent à la radio et il a demandé des droits d'une certaine façon. Enfin, on retrouve aujourd'hui ce même problème avec Internet qui pille délibérément tout le travail intellectuel et artistique du monde entier d'ailleurs. Hein. Donc là, lui, il est allé chercher de l'argent à la radio en disant que la radio pillait allègrement la richesse artistique du pays et qu'elle ne rendait rien, et il a réussi son coup. Ouais. Et il a pu comme ça subventionner le théâtre populaire, les grands concerts, et puis le théâtre du Cartel, par exemple. Le Cartel, grâce à lui, a été sauvé parce que c'était souvent des gens qui étaient dans des situations difficiles. Voilà, il a fait énormément de choses, et puis voilà, il a été effectivement la cible des antisémites. Il cochait toutes les cases que Vichy détestait, c'est-à-dire qu'il était à la fois juif, bon, par son père, mais ça c'était alors une notion pas du tout, voilà, on faisait pas de détails, hein. Il était juif tout simplement, il était franc-maçon, il était anti-munichois. Depuis le départ, il s'est opposé très fermement à Hitler, et dès 33-34, il est tout jeune, il est député, et il dit à l'Assemblée qu'il faut absolument réarmer la France au plus vite, et qu'il faut que Hitler est un danger, et que c'est bon, voilà. Donc pour toutes ces raisons, il a été bon, je passe les détails du Massilia, il est envoyé officiellement au Maroc, etc., pour continuer la résistance. Ensuite, Pétain te retourne complètement sa veste, et comment dire, l'armistice. Voilà, voilà, l'armistice, entre-temps, pendant le voyage, l'armistice a lieu, et ils sont considérés comme des fuyards, et donc il est arrêté au Maroc, il est ramené en France. Avec Mendes France. Avec Mendes France, oui, voilà. Et puis, procès mascarade, il est condamné à la même peine que Dreyfus, avant lui, 40 ans avant lui, c'est-à-dire la déportation, la dégradation militaire et la perte des droits civiques. Donc c'est vraiment c'est symbolique, quoi. On veut vraiment détruire cet homme. Il n'est pas envoyé en Guyane, à l'île du Diable, tout simplement parce que les Anglais font un blocus atlantique et que les bateaux alliés des nazis ne peuvent plus traverser l'Atlantique. Donc il est ramené à Rion, à côté de Vichy, où on peut bien le surveiller. Et là, pendant 4 ans, il est interné à la maison d'arrêt de Rion, où, si on parle de résistance, il va résister à sa manière à cette condamnation qui pourrait en détruire plus d'un, une condamnation sans limite de durée. Je ne sais pas, on devient fou, on se suicide, je ne sais pas ce qu'on fait. Lui, il va vraiment résister, organiser ses journées du matin au soir, pour ne surtout pas laisser une once de désespoir, de faux rêves ou de je ne sais quoi bouffer son esprit. Donc du matin au soir, il travaille, tel jour, à telle heure, il fait son jardin, parce qu'il a la chance. Je suis allé voir d'ailleurs la prison de Rion avec Hélène Moucharzet, avec sa fille. Il a une toute petite courette dans laquelle il peut faire quelque chose. Et à un moment donné, très vite, il va vouloir faire un jardin, faire pousser quelques fleurs. Il y arrive. Et donc il fait ça, il se promène, 1 heure le matin, 1 heure le soir, il fait sa gymnastique, il étudie, il lit. Une fois qu'il est devenu prisonnier politique, parce qu'au départ, il est considéré comme droit commun, c'est-à-dire qu'il a droit à absolument rien. Et par exemple, à Marseille, ses conditions de détention sont très très dures. Voilà, il résiste. Et il résiste en faisant ce journal de captivité, ce livre qu'il aurait voulu publier après sa libération.
qui est maintenant publié sous le titre Souvenirs et solitude. Je pense pas que ce soit lui qui ait trouvé ce titre-là, je pense que c'est après. Et il faisait passer tous les feuillets de ce livre par le landau avec lequel sa femme lui rendait visite avec sa petite fille, le bébé qui était né après son arrestation. Voilà. Mais il ne fait pas que ça, il écrit aussi des livres, il écrit des romans policiers en prison, parce que c'est quelqu'un qui aurait très bien pu être écrivain, et peut-être qu'après la guerre, il aurait pu passer directement de la politique à la littérature, parce que c'est quelqu'un qui écrit merveilleusement bien. Moi, je trouve que vraiment son journal est extrêmement bien écrit. D'ailleurs, j'ai eu un mal fou à en faire l'adaptation, parce que tout est très intéressant. Je me suis arraché les cheveux, j'ai fait une quinzaine de versions pour arriver à 1h15 de spectacle, n'est-ce pas? Voilà, et il résiste tous les jours, et il résiste aussi. Sa femme lui fait passer les feuillets, enfin elle note on va dire les minutes du procès de Blum, qui est une sorte et d'Aladier, qui est une sorte de réquisitoire contre Pétain, hein, qui finit par devenir une réquisitoire, parce qu'il transforme ces deux personnes transforment le procès en procès envers Pétain, et elle fait passer ça à Jean Zay, qui les retranscrit et qui les refait passer à la Résistance. Alors, bon, pareil, la même rengaine, on va manquer de temps, mais je voudrais quand même tout à l'heure, pour terminer, qu'on parle un petit peu de l'écriture, et notamment des traits d'humour acérés de Jean Zay dans ce livre, qui se lit vraiment très très facilement de ce point de vue-là, et qu'on retrouve dans la pièce. Mais d'abord, je voudrais qu'on parle de la difficulté de l'interprétation pour un comédien d'un tel rôle, puisque là je cite, je pense que c'est le metteur en scène qui écrit ça, dans la pièce telle qu'ils l'ont voulu, il n'y a aucune, je cite, aucune démonstration de souffrance, aucune prise d'otage émotionnelle. Autrement dit, on évite le pathos un peu facile, et pourtant le pathos pourrait être partout présent. Jean Zay ne cesse de s'interroger sur ce que sera le terme de sa captivité, autrement dit la libération. Quand sera-t-il libéré? Quand viendra le terme de sa captivité? Et nous spectateurs, nous lecteurs de Souvenirs et solitude, nous savons bien que le terme de sa captivité, c'est le terme de sa vie, parce qu'il faudrait peut-être quand même rappeler dans quelles conditions il est mort. Il est quelques semaines avant la libération. Il y a un ordre de la milice qui, sous un prétexte de transfert, le fait sortir de la prison de Riom. Et puis ils font une quarantaine de kilomètres, ils le sortent du fourgon, ils le traînent dans la colline, et là ils le tuent tout simplement, d'une rafale de mitraillette, et ils dynamitent l'endroit où il le tue pour que le corps ne soit pas retrouvé. Ce qui est vraiment l'idée d'une élimination complète, voilà, voilà. Et bon, il sera retrouvé 3 ans plus tard, je crois, par un promeneur. 2-3 ans plus tard, vous imaginez dans quel état le corps, qui aujourd'hui est au Panthéon. Ce qui est d'ailleurs très troublant dans la pièce et dans le livre, en fait, puisque dans Souvenirs et solitude, il parle du Panthéon comme d'un des lieux les plus tristes du monde ou de France. Le Panthéon qui était placé sous sa tutelle aussi en tant que ministre, où il va diriger des travaux, s'occuper de... Une chose qu'il faut peut-être aussi préciser dans l'œuvre immense finalement de Jean Zay, c'est sans doute lui qui a sauvé une bonne partie du patrimoine artistique français, puisqu'il a eu l'idée et l'énergie de réaliser le transfert de toutes sortes d'œuvres d'art du Louvre ou d'ailleurs, dans les châteaux de la Loire, etc. Quand on visite aujourd'hui les châteaux de la Loire, on vous montre l'endroit où, pendant la guerre, étaient entreposés dans le plus grand secret les œuvres du Louvre pour qu'ils échappent au bombardement, comment il a les monuments qui n'étaient pas transportables, comment il les protège avec des bottes de paille, enfin bon, voilà, il a eu cette œuvre aussi. Alors, un mot quand même donc sur l'écriture de Jean Zay, nerveuse, aiguë, acérée, et en particulier les traits d'humour. Ils sont très nombreux dans la pièce, pièce terrible évidemment, une grande tristesse. La solitude y est présente à chaque ligne, et en même temps il y a l'humour. Peut-être, pour ne prendre qu'un exemple
puisque l'heure tourne, peut-être pourrait-on dire quelque chose de le morceau de bravoure, je crois, de la pièce, qui est la visite de Joseph Barthélemy, ministre de la garde des Sceaux, hein, ministre de la Justice de Pétain, qui est en charge notamment des prisons, et qui vient rendre visite à cette prison. Comme il sait que Jean Zay est là, il demande à le rencontrer. Oui, en fait, il demande à le rencontrer. En fait, il lui fait demander si Jean Zay veut bien le recevoir. Alors, Jean Zay est quand même assez interloqué et dit bon, bah oui, je veux bien recevoir ce monsieur. Et voilà, c'est une rencontre tout à fait cocasse et absolument en même temps assez terrible, parce que ce monsieur Joseph Barthélemy, qui quand même a été celui qui a fait en sorte qu'il soit mis au régime politique, donc il a quand même fait quelque chose pour Jean Zay, si on peut dire, n'arrête pas de dire c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux, et en fait il finit par dire c'est affreux, je fais un métier épouvantable en visitant les prisons. Voilà, donc bon, Jean Zay s'amuse de ça, et tout est un peu de cet ordre-là. Voilà, on a une visite absolument surréaliste entre deux hommes qui sont du même bord, d'une certaine façon, qui sont, enfin pas du même bord du tout politique, mais enfin qui sont de la même classe sociale, qui sont des politiques, et bon, l'un est dans une situation, et Jean Zay finit par dire, je suis sûr que quand il lui serre la main à la fin, comme si c'était la main des... Il dit au fond, c'est moi qui ai dû consoler. Oui, moi j'ai dû consoler ce pauvre ministre de la Justice, parce qu'il avait l'air tellement épouvanté de ce qu'il voyait. Voilà. Et puis à la fin, il dit bah, certainement que quand il aura rejoint son chef de cabinet, son directeur, il poussera le soupir de soulagement qu'on laisse échapper après avoir tourné le mur du cimetière, et qu'on est libre enfin de ne plus songer qu'à soi. Voilà, je crois que c'est vraiment, ça résume tout à fait bien la visite de ce Joseph Barthélemy. Dernière question, peut-être, justement parce que Jean Zay aujourd'hui est peu connu, notamment des jeunes. Est-ce qu'on pourrait parler de l'actualité, au fond, de ce livre, et donc de la pièce aussi, mais enfin de ce livre Souvenirs et solitude, du point de vue politique, du point de vue historique? Moi, je crois que, enfin, de toute façon, enfin, pas seulement pour les jeunes, hein, franchement, je trouve qu'il faudrait que tout le monde, enfin, tout le monde, oui, on dit toujours ça, il faudrait que tout le monde lise ce livre. Oui, enfin, il faudrait vraiment se rendre compte à quel point cet homme a été déterminant, et il y a encore énormément de choses dans notre société, dans notre fonctionnement républicain, qui sont là grâce à lui. D'ailleurs, c'est lui le premier qui a interdit les signes religieux à l'école par une circulaire. Voilà, que dire? Je crois que c'est quelqu'un qui cherchait la concorde, qui avait une vision politique assez large, et qui croyait vraiment aux citoyens, à la citoyenneté, à la République. Nous, on n'a pas pour l'instant fait énormément de scolaires, comme on dit. Mais les scolaires sont vachement intéressés par le personnage, parce qu'ils le connaissent pas du tout. Ils croient toujours que les personnages politiques sont des emmerdeurs, quoi, qui sont, voilà, ils sont tellement loin aujourd'hui des préoccupations de tout le monde, et notamment des jeunes. Donc on peut les comprendre. Mais quand ils voient le spectacle, ils voient quelqu'un d'attachant, quelqu'un qui a une humanité extraordinaire, qui est pas seulement quelqu'un qui a fabriqué des lois comme ça. Non, c'est quelqu'un qui avait vraiment une pensée humaniste. Et tout d'un coup, ça les rapproche de ce personnage. Et je me souviens qu'à Rion, justement, nous avons fait une scolaire, et la première question, elle nous a fait fondre le cœur. Une petite jeune demoiselle qui a dit: comment est-ce que vous avez fait pour faire un spectacle aussi parfait? Alors, nous, on a fondu à l'intérieur, mais c'est vrai que ça peut les intéresser, parce qu'il y a des images d'archives, parce qu'il y a tout un travail de vidéo, qu'il y a du son, il y a une musique qui est merveilleuse, et qui a été très très bien enregistrée avec des musiciens merveilleux. Donc tout ça crée un univers dans lequel les jeunes, je crois, peuvent se retrouver, peuvent assister et suivre ce grand homme. Voilà. Je prédis à cette jeune fille une carrière de critique théâtrale. Est-ce qu'on peut, avant de passer la parole à la salle, vous demander aux uns et aux autres quel va être l'avenir de cette création? Enfin, pour Jean Zay, nous l'avons déjà applaudi à Avignon l'an dernier. Pour l'écriture ou la vie, c'est une création d'Avignon 2023. Que vont devenir ces spectacles? Je pose la question parce que à la LICRA, on aime bien accompagner les spectacles qu'on a aimés. On a quand même des sections un peu partout en France pour amener du public, pour qu'on en parle. Voilà. Pour l'instant, nous, rien. Ah.
On le jouera à Toulon parce que c'est le producteur. Oui. Mais sinon, voilà. La seule chose qui, je crois, nous intéresse, c'est qu'en 2025, bon, ça va. En 2025, c'est l'anniversaire de la libération de Buchenwald, c'est les 80 ans. Et Gruber et Semprin avaient joué à Buchenwald il y a une quinzaine d'années. Oui. Donc l'idée, c'est d'aller jouer à Buchenwald. C'est à peu près la seule chose qui nous intéresse. Voilà. Après, on verra. On verra. Bon, on se tiendra au courant. Et Xavier? Bah écoutez, il y a quelques petites choses qui se préparent et des choses dont je suis assez fier d'ailleurs, puisque le spectacle a provoqué un colloque qui se tiendra à l'Académie des Sciences pour rendre justice à Jean Zay, pour la mémoire de Jean Zay. Je trouve ça vraiment super. C'est une amie qui est au CNRS qui m'a dit « Mais je ne savais même pas que Jean Zay avait créé le CNRS !» Vous imaginez, donc il y a quand même des gens qui sont très cultivés mais qui ne savent même pas ça. Donc du coup, bah, effectivement, il va y avoir ça. Nous allons jouer dans une université à Cergy au mois de septembre. Nous allons jouer sous l'égide du mémorial du Mont Valérien, probablement au musée de la Libération de Paris en septembre aussi. Et puis nous allons aller à Orléans, et là j'en suis très fier, parce que Jean Zay était orléanais. Comme Charles Péguy. Oh, ben voilà, Oui. les grands esprits. Ouais. Je me suis réveillé. Et oui, ben oui, oui. Et oui, oui, bon, bah, oui, ça m'étonne pas de Peggy, puisque vraiment, avec Jeanne d'Arc, et moi aussi, je suis orléanais, donc je suis très, ouais, je suis très très fier que le spectacle aille à Orléans, parce qu'on avait l'impression que ça nous était un petit peu interdit, et là, non, en fait, on sera à Saint-Jean-de-Bray les 6 et 7 décembre, et à Orléans, au Théâtre Gérard Philippe d'Orléans le 8, où je crois que je ne sais pas si je me trompe, et c'est enfin en tout cas début décembre. Donc on est très très content de ça. Voilà. Puis il y aura certainement d'autres choses, on l'espère en tout cas. Il nous reste 5 bonnes minutes. Si vous avez ou des questions, des remarques à faire, si certains d'entre vous ont déjà vu le spectacle. Oui. Là-haut. Voilà. Oui, merci pour ces explications très riches et extraordinaires. Je ne sais pas, c'est une réflexion qui me vient au fur et à mesure de ce que j'ai entendu sur Georges Semprin et sur Jean Zay. Il y a une référence qui m'est venue, qui c'est celle d'Imre Kertész, avec Être sans destin et Kaddish pour un enfant qui ne naîtra pas. Et on retrouve peut-être une similitude de parcours. Hein. Imre Kertész a écrit dans les années 60, Georges Semprin aussi, donc comme s'il fallait un temps de latence pour que peut-être le travail de mémoire se fasse par rapport à l'oubli de certaines choses qui sont peut-être de l'ordre de l'indicible, je ne sais pas, voilà, c'est une remarque. Il y a un livre excuse-moi Jean-Baptiste, il y a un livre très intéressant de Kertész qui s'appelle Le chercheur de traces, que j'ai eu le plaisir de jouer sous la direction de Bernard Bloch et qui revient justement à Buchenwald, qui est assez intéressant. Il arrive d'Auschwitz, il a été à Auschwitz d'abord. Oui, mais alors dans Le chercheur de traces, il fait pas, oui. Il est chez des petits bourgeois à Munich et puis bon, il va ensuite faire ce voyage et puis il retrouve rien. Enfin, je veux dire, c'est un drôle c'est un voyage assez déchirant. C'est assez. Et alors, pour parler de la fiction, parce que je trouve que justement, je t'entendais, je t'écoutais, je disais, mais entre Semprin et Kertész, justement, il y a quelque chose de la fiction qui est vraiment intéressant. Kertész aussi, c'est pas qu'il masque les choses, mais il adopte un point de vue presque pas émerveillé, non mais je sais pas comment dire. Oui, c'est presque ça. Zoran Muzic, qui est adagio, quand il peint sur les cadavres. Oui, oui. Il parle de cet émerveillement. Voilà. Il parle de la couleur des corps. Oui. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser ces absolument. Et lui, à un moment donné, parle du bonheur du camp. C'est terrible à dire. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de tellement incroyable dans ce qui est arrivé à l'humanité à ce moment-là que voilà, on peut arriver à des choses comme ça. Voilà. Je me permets de dire. Et je crois qu'il y a Simon qui a demandé la parole, ce qui met l'occasion de rappeler que l'une des actions que soutient la LICRA en ce moment à Avignon, c'est le pavillon Iran, Marsa Amini, Femme, Vie, Liberté, avec des tables rondes tous les jours dans la cour du musée Angladon, des spectacles, notamment des films au cinéma Utopia, etc. Simon. Alors,
Bonjour à tous. Moi, j'ai pas eu la chance de voir ni l'une ni l'autre des deux pièces, mais j'ai pas très bien compris tout à l'heure ce qui concernait les décors de Madame Caroline, je crois, peintre. Est-ce que j'ai cru comprendre qu'elle avait réalisé les décors puis qu'ils avaient été détruits. Donc, est-ce que c'était des décors temporaires ou est-ce que vous avez changé la scénographie? J'ai pas trop compris en fait ce qui s'est passé pour ces décors. C'était dans la recherche. C'était en cours de, comme une résidence. Et après, il a fallu faire des choix. C'est comme si on avait eu un gros bloc et qu'on a coupé ensuite dedans, on a taillé, on a affiné le travail. Voilà, ce serait ça. D'accord, donc c'est vous qui avez, dans le processus créatif, qui avez choisi certaines pistes de recherche et d'autres qui ont été abandonnées. On l'a choisi ensemble, oui. D'accord, ouais. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui a guidé justement une piste plutôt qu'une autre? Vous parliez d'abstraction, de choses plus abstraites. Est-ce qu'il y a eu... Qu'est-ce qui a fait que vous avez... être juste par rapport aux propos, ne pas être dans le spectaculaire avec être trop dans la peinture, enfin, voilà, être juste, être fin, quoi, par rapport aux propos, qui est quand même déjà assez important, quoi. Enfin, important. Vous avez compris. Merci. Autre prise de parole, non? Écoutez, ça tombe bien parce que c'est le terme à peu près qu'on nous avait assigné. Je voulais encore une fois vous dire, vraiment, allez voir ces deux spectacles. L'un ne dispense pas de l'autre, même si effectivement il y a de troublantes convergences, de grands écrivains, de très belles mises en scène, une interprétation fabuleuse de part et d'autre, et parfois comme ça de pétrifiantes coïncidences, comme disait André Breton, l'invitation en voyage de Charles Baudelaire ou d'autres textes de ce genre. Je veux dire, l'un ne dispense pas de l'autre. Essayez d'aller voir. Je pense qu'il reste encore des places, au moins pour les... En ce moment, c'est complet, mais si vous restez à Avignon encore quelques jours, on devrait trouver des places. Et également pour Jean Zay. Faites-le, vraiment, vous ne le regretterez pas. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci, bien sûr. Alors, je vais annoncer, en effet, merci. Je vais annoncer que demain, en ce même lieu, Jean-Louis Rossi et Josiane Pioda de la LICRA seront en débat avec l'équipe de La Question d'Henri Allègue, pièce qui est donnée également au Théâtre des Halles, qui porte sur la torture en Algérie, l'armée française. Enfin bon, vous connaissez, je pense, l'œuvre d'Henri Allègue. Et nous débattrons, j'espère, avec un public fourni, parce que ce sera un bord de scène. Je veux dire que ça sera juste à la sortie du spectacle. Donc, j'espère qu'on pourra mobiliser davantage de monde. Nous, on n'a pas eu le bord de scène. Non. Pas sûr de venir, moi, demain. Merci à toutes et à tous, et à demain.